le philosophe Sidi Mohamed Barkat. Bonjour monsieur. Bonjour, merci. Enseignant-chercheur au département d'ergonomie et d'écologie humaine. C'est à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Alors je vous poserai la question, disons, générique de la série pour commencer, question large. Comment est-ce que cette crise que nous traversons affecte, selon vous, nos subjectivités ? Oui, je crois que il faudrait peut-être commencer par le commencement, c'est se poser la question de savoir ce que l'on entend par le mot crise. Si la crise, c'est un moment critique, on est dans une crise. Mais si on entend par crise autre chose, alors il faudrait reconsidérer l'ensemble de notre représentation sur la crise. Je crois que la situation d'aujourd'hui, c'est une situation où les choses ont basculé. Et ces choses étaient déjà la crise depuis une quarantaine d'années, à savoir un déséquilibre instable. Le déséquilibre instable de toutes les institutions, aussi bien économiques que sociales, que culturelles, etc., est un déséquilibre qui était voulu. Autrement dit, nous avons vécu depuis une quarantaine d'années une situation de crise, mais d'une crise voulue et continue. Et cette crise se caractérise par le fait qu'elle n'a pas de dénouement, ce qui est un oxymore, puisque par définition, la crise devrait avoir un dénouement, puisque ça serait un moment critique. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant avec ce basculement ? Est-ce que c'est pas un dénouement précisément ? Oui, bien ce basculement est, à mon avis, un dénouement temporaire, parce que ce qui est recherché, c'est de retrouver la situation de crise qui existait auparavant. C'est pour cette raison que les solutions qui sont apportées sont des solutions en termes de valeurs, d'éthique, en réalité de morale. Le mot éthique est un terme un peu pompeux. Vous faites allusion à quelle solution ? Écoutez, à tous les niveaux, que ce soit la question financière dont on vient de parler dans le journal ou d'autres situations. J'ai pas vu qu'il y avait beaucoup de solutions éthiques proposées, mais enfin peut-être vous allez me dire pourquoi vous qualifiez ces solutions de morale. Oui, c'est qu'en réalité, c'est pas qu'il n'y en a pas, il y en a, mais elles n'ont pas de prise sur la réalité. C'est des solutions qui sont des solutions qui viennent de l'extérieur, et c'est ça. Je veux dire, autrement les valeurs c'est très bien, mais les valeurs qui viennent toucher à un phénomène de structure voulu et mis en place, ça ne touche pas. On en parlera quand on parlera du travail, mais ce n'est pas possible de considérer la chose. Pour qu'on vous comprenne bien, on était en crise depuis 40 ans. Oui. Maintenant, nous cherchons à poursuivre cet état de crise. Oui. Et c'est ce que nous n'arrivons pas forcément à faire. Et donc, vous qualifiez ce moment de basculement. Oui. Et comment ça se caractérise par rapport à la crise elle-même, ce basculement ? Qu'est-ce qui se produit ? Parce que vous avez dit notamment que la mort s'inscrivait sous la figure de la vie dans ces solutions de repli. Comment expliquez-nous cette formule ? Je crois que la crise se définit par ce que personnellement j'appelle la mort sous la figure de la vie. C'est que nous ne sommes pas dans des sociétés totalitaires, comme le prétendent certains de mes collègues, malheureusement. Nous sommes dans des sociétés dites démocratiques, donc capitalistes, mais aussi parlementaires, et elles apportent des solutions qui sont au moins apparemment fondées sur un principe d'humanité. Et donc, tout ce qu'elles font consiste à présenter les choses de manière à ce qu'elles soient acceptables. Et donc, c'est la raison pour laquelle la destruction qui s'opère des relations sociales à l'intérieur du monde commun qui est le nôtre est une destruction qui ne se donne pas à voir comme destruction, mais qui se donne à voir comme accomplissement de soi. Vous voyez un peu que les choses sont un peu plus compliquées que ce discours qui consiste à dire nous sommes dans une société de gestion. Nous ne sommes pas dans une société de gestion, nous sommes dans une société beaucoup plus compliquée qui en effet rate le moment symbolique, mais pour autant elle n'est pas une société de gestion. Alors je rebondis sur rate le moment symbolique. Ça signifie quoi le moment symbolique ? Bien, le moment symbolique, c'est encore une fois le moment où on essaye d'organiser les relations sociales du point de vue humain. On essaie d'humaniser les relations sociales. Lorsque ça ne va pas dans le travail, on dira que le management est un management par la peur, par exemple. Donc, on essaie de corriger pour en faire un management qui tienne compte de l'humain, comme on dit. Et tout ça ne peut pas répondre à la structure instable que l'on a mis en place et que l'on désire continuer de mettre en place. Voilà.
Mais si vous permettez, je voudrais juste dire que pour que peut-être les auditeurs comprennent mieux qu'est-ce que c'est que cette structure d'instabilité, c'est que la situation de crise habituelle, c'est une situation avant tout de conquête. Je crois que le mot qu'il faut utiliser, c'est celui de conquête. Il s'agit de conquérir, c'est-à-dire de prendre. C'est des prises. Alors des prises de quoi? C'est des prises de corps, essentiellement. Il s'agit de transformer le monde en ressources. L'une des premières ressources qui a été saisie justement ces dernières 40 années, c'est le corps lui-même, et dons d'organes, etc., services sexuels pour handicapés, toute une série de choses comme ça, qui touchent à ce qui était jusqu'à il y a 40 ans du domaine de l'intouchable. Ça, c'est quelque chose, je crois, sur laquelle il faut s'arrêter, peut-être pas nous aujourd'hui, sur laquelle il faut s'arrêter. Ce qui a été touché, c'est l'intouchable, à savoir le corps. Et le deuxième élément pour comprendre ce mouvement de conquête, c'est la relation sociale qui s'est transformée en service. Le monde entier est devenu un gisement de services. D'ailleurs, les économistes, pas tous, bien entendu, mais la plupart sont très contents et se frottent les mains en disant là, il y a un gisement de services. On va pouvoir y aller. Donc, et derrière, justement, cette transformation du rapport social constitutif du monde commun, il y a des bouleversements qui s'effectuent, et ces bouleversements ne sont pas d'ordre économique. Ces bouleversements touchent précisément au thème de votre émission, la subjectivité de l'homme. Alors, qu'est-ce que ça donne quand on est à l'intérieur de soi-même pour sa subjectivité, quand on est à la fois ressources et services? Eh bien, écoutez, quand on se penche sur la question du travail, ça donne ce que l'on appelle, d'un terme impropre, les risques psychosociaux. Ça donne les suicides, ça donne les dépressions, ça donne toute une série de choses comme ça qui apparaissent vraiment comme étant énigmatiques, hiéroglyphiques. Alors, vous avez une théorie, vous, sur le suicide au travail? Écoutez, pas préciséement une théorie, mais si on met bout à bout les éléments de recherche que j'essaye d'introduire, en effet, le suicide, par exemple, n'est pas simplement un moment dramatique du travail. C'est pas un moment dramatique où il faut se pencher sur les individus en disant d'eux que c'est des pauvres malheureux. Le suicide est un acte. De suicider, c'est quelqu'un qui fait une action. Et pour comprendre que c'est un acte, peut-être qu'il faut remonter à la tradition européenne, d'ailleurs, du Moyen-Âge, excusez-moi, qui est que on jugeait les suicidés. On les jugeait parce qu'un suicidé, c'est quelqu'un qui tue quelqu'un, mais il tue cet autre qu'il tue, c'est lui-même. Donc il s'agit d'un acte. Que fait le suicidé quand il se tue dans le travail? Quelle est la part subjectif de lui-même qu'il ne peut plus supporter, alors qu'une autre part de lui-même veut continuer de travailler, de vivre, etc. Et donc, c'est cette contradiction fondamentale qui est intéressante, et non pas le discours compassionnel qui consiste à dire les pauvres malheureux se tuent. Donc ça veut dire que vous voulez dire qu'on a fabriqué que l'entreprise elle-même aurait fabriqué ou constitué un sujet qui va tuer la personne qui travaille, ou c'est le sujet moral qui s'est réveillé? C'est lequel? Quelles sont cette dualité? C'est pas du tout un sujet moral. C'est pas du tout un sujet moral. C'est un sujet politique. Parce que la question de fond, alors évidemment on peut pas dérouler ici, mais la question de fond, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est on touche au corps. Alors précisément, on touche au corps dans le travail. On touche au corps dans ce processus de mondialisation, mais il n'y a pas de processus de mondialisation s'il n'y a pas une extension de l'organisation du travail dans l'individu lui-même. Et cette extension, elle passe par le toucher le corps. Autrement dit, le corps dans l'organisation du travail actuelle n'est plus un instrument comme il l'était dans le taylorisme, le corps est passé à un autre statut, et c'est peut-être ce statut-là qu'il faut justement approcher pour comprendre... Alors le statut de ce corps, est-ce que ça explique qu'on soit dans une société où le virtuel prenne beaucoup de place? Excusez-moi, je fais des rapprochements peut-être un peu rapides. Oui, non, pour moi c'est pas une question de virtuel, pour moi c'est celle de du réel ou de la réalité et de l'irréel. C'est pas tellement la question du virtuel. C'est-à-dire que dans le travail tel que nous l'avons connu, dans le taylorisme,
cette abstraction du corps, cette réduction du corps par l'organisation du travail, avait comme vis-à-vis ce que l'on appelle l'activité. Et dans l'activité, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la création. Et encore une fois, pour aller vite, il s'agit de laisser pousser un autre corps dans l'activité. Cet autre corps est le symbole de la vie, de la réalité, et donc nous avons quelque chose là qui permet aux hommes de tenir debout. Aujourd'hui, il n'y a plus la possibilité de produire cette réalité du monde à travers l'activité et à travers la création. Mais encore une fois, à la place de cette absence de création, ou à la place de cette création, il n'y a pas simplement absence de création, il n'y a pas réduction du corps comme le taylorisme le faisait, il y a autre chose. Peut-être cette question de la subjectivité elle-même mériterait, avant qu'on redéploie ce qu'on a pu évoquer tout à l'heure, mériterait d'être précisée. Donc, qu'est-ce que vous entendez, vous, par subjectivité? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, il faudrait qu'il n'y a pas de subjectivité en général, et donc il faudrait que l'on détermine un lieu de l'expression de la subjectivité. On pourrait partir par la subjectivité qui se manifeste dans le monde commun, on va dire dans le monde de tous les jours. Alors pour cela, en effet, je vais donner un exemple. Je vais partir d'un exemple. Celui de la circulation automobile. Qu'est-ce que ça veut dire que conduire un véhicule dans la rue? Bien, conduire un véhicule, ça ne signifie pas avoir la compétence technique pour le faire. Il y faut une autre dimension, c'est-à-dire celle de l'investissement, des règles de conduite, et cet investissement est un investissement subjectif. Alors, autrement, il n'est pas possible de conduire. Or, pour investir ces règles-là, eh bien, il faut accepter que le code qui porte ces règles soit un texte lui-même déterminé par une autorité. Un texte sans autorité ne peut pas constituer un dispositif normatif auquel on obéit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'investissement s'il n'y a pas quelque chose de collectif. Voilà, c'est pas collectif, mais qui soit porteur d'autorité. Oui, d'autorité. D'autorité. Du collectif surplombant, on va dire. Alors, d'une fiction référentielle. C'est une fiction référentielle. Chez nous, la fiction référentielle, c'est le nom de peuple. Alors, on l'oublie, mais aujourd'hui, puisque le mot de peuple est un petit peu biffé, presque banni de la représentation. Mais nous continuons à fonctionner sur la base du nom de peuple, et c'est ce nom qui affecte au texte son autorité. Et qui fait que donc on s'engage. Et qui fait que on va obéir aux règles. Parce que conduire, c'est obéir aux règles. Ça signifie que le principe d'obéissance est au fondement de la question subjective. Vous voyez, bon, c'est comme ça. Voilà. Et donc, par conséquent, il s'agit d'adhérer à la fiction référentielle, que le nom de peuple soit une fiction référentielle à laquelle on adhère, mais il y faut autre chose. Il faut que l'État soit vraiment représentatif ou représente véritablement la fiction référentielle. Autrement dit, l'État lui-même doit être une dignité. On appelle ça comme ça dans la tradition. La fonction qu'exerce l'État, c'est une dignité, c'est-à-dire qu'il porte très haut la dimension de l'autorité. Un État qui ne respecte pas sa fonction, c'est-à-dire qui ne fonctionne pas, je dis un État, c'est-à-dire les membres de l'État, qui ne se comportent pas comme étant porteurs de cette fiction référentielle, c'est-à-dire porteurs de la dignité de l'autorité, est un État qui ne fonctionne pas comme État. Là, vous ne parlez pas de Nicolas Sarkozy. Là, je ne parlerai de personne, mais chacun comprendra. Eh bien, pour qu'on puisse conduire un véhicule, c'est très, très simple comme exemple. Eh bien, il faut adhérer au texte. Pour adhérer au texte, il faut adhérer à la fiction référentielle. Et pour adhérer à la fiction référentielle, eh bien, ceux qui produisent le texte doivent être en adéquation avec ça. Voilà, ça c'est un versant de la subjectivité. Mais il y a l'autre versant de la subjectivité qui est le retour, n'est-ce pas, de la fiction vers le sujet qui conduit. C'est parce qu'il y a cette logique d'adhésion à la fiction que la fiction nous permet d'interpréter le texte. C'est-à-dire que lorsque je conduis, je m'arrête à un stop, n'est-ce pas? J'apprécie la situation, j'interprète la situation et je prends des décisions par rapport à cette interprétation. Autrement dit, dans la société qui est la nôtre, l'obéissance n'est pas obéir comme un bâton, c'est l'obéissance avec l'interprétation. Or, la capacité d'interpréter comme présupposé
de la société, c'est l'égalité. C'est l'égalité. L'égalité, c'est de dire tout le monde est capable d'interpréter. Alors vous voyez comment les choses s'articulent et comment la question est... On a l'impression d'être entré à l'intérieur de tout un... Ah ben écoutez, la subjectivité, c'est ça. La subjectivité, c'est interpréter et c'est adhérer à un texte. J'ai l'impression que des deux côtés, ça ne fonctionne plus. D'une part, la fiction référentielle, c'est quand même pas mal érodé. Et d'autre part, justement, cette notion d'égalité, de capacité pour chacun d'interpréter est également un peu en faillite aujourd'hui. Alors c'est ça la crise pour vous, des sujets. Alors écoutez, nous sommes obligés de passer par une étape intermédiaire. Nous avons donc précisé la question de l'égalité, qui est la capacité de penser, là en l'occurrence capacité d'interpréter, et il y a la dimension de la liberté ou de la dignité ou de la souveraineté de l'homme sur lui-même, c'est le rapport du sujet à son corps, parce que lorsqu'on interprète, eh bien, on se présente au monde avec son corps et on n'est pas dissocié de son corps. Ça, c'est la dimension donc de liberté, de souveraineté ou de la... Les sociétés modernes se sont construites sur ces deux dimensions. Il ne sert à rien de parler de laïcité, il ne sert à rien de parler de démocratie si on perd de vue ces deux principes qui sont des principes absolument incontournables. Que se passe-t-il dans le taylorisme? Il se passe que l'un des deux principes a été abandonné, c'est le principe d'interprétation. L'homme qui travaille dans le taylorisme est un homme qui se soumet au savoir de l'ingénieur, c'est-à-dire à une logique de la maîtrise. Et c'est absolument indispensable. Vous ne pouvez pas aller sur la Lune en continuant d'interpréter comme vous interprétez tous les jours. Donc par conséquent, vous vous soumettez à une logique gestionnaire, alors pour le coup, mais qui n'est pas une logique totalitaire, contrairement à ce qu'on dit, parce qu'il faut tenir compte de la physiologie de l'homme, etc., etc. Simplement, les relations entre les hommes dans le travail, du point de vue de la logique de l'ingénieur et du point de vue de la logique de la maîtrise, sont des relations d'extériorité. C'est-à-dire, on coordonne les liens entre les hommes et les liens entre les hommes et la machine, et les choses d'une manière générale, mais la relation n'est pas établie par les hommes eux-mêmes dans le travail. Face à cette situation, donc vous voyez bien que la dimension d'égalité disparaît, la capacité d'interprétation disparaît. Simplement, en vertu du contrat, la volonté, elle, ne disparaît pas, et donc l'homme au travail reste relié à son corps, de sorte que l'ingénieur doit transmettre les prescriptions et les ordres au sujet, qui lui les transmet à son corps. On ne peut pas avoir une prise directe sur les corps. Vous voyez pourquoi je parle de prise? Il n'y a pas de prise directe sur le corps comme dans un régime esclavagiste ou dans la traite. Dans la traite aujourd'hui, et là, c'est pas possible. Donc nous avons une situation où l'État joue son rôle dans la mesure où, s'il lâche sur le principe d'égalité, il ne lâche pas sur le principe de souveraineté de l'homme sur lui-même. À partir de là, dans le cœur du travail, il va se passer une réaction. Alors, rapidement, je vais vite finir. En réalité, à cette situation, il y a deux types de réactions. Il y a un premier type de réaction en termes de droit du travail et droit social. Ça, c'est le premier type, parce que justement, l'inadéquation entre employeurs et salariés conduit à la fabrication, ça a été mis en place à partir de la libération de manière très nette, donc en 1945. Voilà. Et là, vous avez une première réponse. On part de cette dissymétrie, on pose le principe de préférence, et en vertu de la préservation de l'ordre public social, on construit un droit du travail et un droit social. Mais cela concerne les conditions du travail, les salaires et le temps de travail. Ça ne concerne pas la fameuse réduction dont j'ai parlé tout à l'heure de l'égalité. Et là, c'est à l'intérieur du travail que l'homme au travail peut construire quelque chose qui s'appelle l'activité et qui est une modalité de la créativité ou de la création dans le travail et qui lui permet de penser, alors même qu'il est entré dans le taylorisme, dans le travail, comme quelqu'un qui ne pense pas, il va se mettre à penser, mais il ne pensera pas selon l'ordre de l'interprétation, comme dans le monde commun, il pensera selon l'ordre de la création, et donc c'est quelque chose de tout à fait neuf. Et cet équilibre-là, c'est l'équilibre sur lequel nous avons vécu jusqu'à l'arrivée de la nouvelle organisation du travail. Alors qui, elle, franchit un stade de plus, en ce sens que, comme vous l'avez expliqué, elle va prendre directement
prise, Ah ben, avoir prise sur les corps. oui, Racontez-nous ça, ici concrètement, parce que c'est vrai que c'est ça qui est l'essentiel. Écoutez, c'est tout à fait essentiel, mais il faut juste noter que la prise sur les corps, là, ça signifie une prise sur la souveraineté de l'homme sur lui-même. Ça veut dire que si le premier principe d'interprétation avait disparu dans le taylorisme et ensuite rattrapé, parce que justement il y avait encore souveraineté de l'homme sur lui-même, eh bien, dans la nouvelle organisation, si vous enlevez la souveraineté de l'homme sur lui-même, vous enlevez les deux principes. Et donc, vous cassez la structure démocratique sur laquelle nous sommes assis. Alors, reprenons un peu l'idée de qu'est-ce que ça change d'avoir prise sur le corps, c'est-à-dire quels sont les liens, comment on fait, le système pour avoir prise sur le corps. C'est d'une très grande subtilité. C'est d'une très grande subtilité. C'est pour ça qu'on ne peut pas considérer cette forme d'inégalité comme n'importe quelle forme d'inégalité. Les formes d'inégalité ne sont pas les mêmes. L'inégalité, bien sûr, est générale quand elle existe, mais les formes d'inégalité ne sont pas. Là, cette inégalité qui consiste à entrer dans l'individu lui-même et à se saisir du corps, vous voyez, conquête, globalisation à l'extérieur, extension à l'intérieur de l'individu pour se saisir du corps, eh bien, elle se fait à travers le sujet lui-même. C'est-à-dire que l'organisation du travail a construit quelque chose d'extrêmement subtil qui consiste à dire, on a appelé ça autonomie de manière un peu, peut-être un peu rapide, mais on a appelé, l'opération consiste à restituer aux hommes l'usage de leur corps. C'est-à-dire que pour prendre les corps, il a fallu à l'organisation de restituer l'usage du corps à l'individu. En réalité, je finis, juste ça, parce que c'est un moment important de l'explication, de l'analyse, c'est qu'en réalité, on n'a pas restitué l'usage de son corps aux hommes, on a transmis la logique du pouvoir au sujet qui va exercer un pouvoir sur son corps au bénéfice de l'entreprise. C'est-à-dire que le pouvoir sur les corps s'exerce par l'intermédiaire de la personne elle-même qui a été circonscrite pour ce travail. Absolument. Et c'est ce que vous nous expliquez pour les suicides. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour ça que la souveraineté de l'homme sur lui-même est transformée en exercice de pouvoir du sujet sur son corps. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on a intériorisé finalement la demande de prise de corps ? Ce qu'il faut surtout, c'est ne pas recourir à l'aboïtie et à la servitude volontaire. Voilà, ça c'est ce qu'il faut éviter. Il faut éviter de tomber dans cette facilité qui consiste à faire référence au nom antique et n'est-ce pas ? Parce que c'est pas volontaire selon vous, en fait. Mais c'est absolument pas volontaire. Ouais. C'est on met les gens d'être en situation de s'engager. Donc d'être volontaire dans le travail, mais le transfert de la logique du pouvoir dans l'individu, elle est absolument pas. C'est un dispositif subtil mis en place. C'est pas un complot, bien entendu. L'organisation du travail, c'est quelque chose qui va se faire dans la durée, et ce n'est pas du tout quelques individus dans une pièce qui. Voilà. Monsieur Barkat, juste, dites-nous, qu'est-ce que dit cette petite voix intérieure qui a été saisie par le pouvoir à la personne pour que elle est prise sur son corps. Quel est vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il va nous faire vivre à l'intérieur comment se passe ce dialogue pour qu'on comprenne bien ce qui se passe, qu'on le sente? Oui, mais c'est là où les phénomènes d'identification jouent très fortement. Les phénomènes d'identification politique que nous avions à l'époque du taylorisme sont des phénomènes d'identification patriotique. On s'identifie au pays, on s'identifie à la fiction référentielle, au peuple, on s'identifie. Mais si on s'identifie plus au peuple, si les gens ne savent même plus aujourd'hui que la justice est rendue au nom du peuple, ça, on ne le sait pas, eh bien, c'est que l'identification est ailleurs. Elle est ailleurs. Et l'une des premières identifications, c'est l'identification à l'entreprise. Or, l'identification, parce que par l'entreprise, on acquiert, nous dit-on, une reconnaissance, c'est un terme absolument qu'il ne faudrait pas bannir, bien entendu. Il faut comprendre que la reconnaissance, c'est absolument pas ce sur quoi il faut s'appuyer pour s'émanciper. La reconnaissance est ce sur quoi l'absence d'émancipation, n'est-ce pas, se réalise. Donc, vous passez par des phénomènes d'identification, mais l'organisation du travail qui s'appuie sur l'évaluation, mais pas seulement, sur la mobilité, sur la polyvalence, c'est un phénomène complexe, et qui
pousse les individus à courir après une identification qu'ils n'auront jamais. Ce qu'ils peuvent avoir, c'est la possibilité de entrer de nouveau dans le jeu. C'est pour la raison pour laquelle vous ne pouvez tenir dans l'entreprise que si vous courez après quelque chose que vous n'attrapez pas. Donc vous restez debout parce que vous courez, et le jour où vous ne courez pas, vous tombez. Qu'est-ce que c'est que vous n'attrapez pas? Vous pouvez nous dire un petit peu. Je vous ai dit l'identification, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à être dans l'identification. C'est-à-dire à faire à être le sujet que l'entreprise veut qu'on soit. Absolument, c'est-à-dire que alors l'évaluation là aussi, on parle beaucoup de l'évaluation, elle s'appuie sur la quantification, alors que l'homme c'est complexe, etc. Bon, écoutez, ça c'est des discours très généraux, parce que la réalité de l'évaluation, ce n'est pas simplement de quantifier le travail produit. La réalité de l'évaluation aujourd'hui, c'est de prendre la mesure de l'engagement de l'individu dans le travail. Vous comprenez ? C'est-à-dire que l'on s'appuie sur une appréciation de la subjectivité et non pas simplement sur la question de la... On est à côté de la plaque avec ces histoires de... Comme si finalement ce qui était important pour l'entreprise, c'est ça, c'est-à-dire cette identification, cette prise de pouvoir sur la personne, beaucoup plus finalement que Tout à fait. le projet de l'entreprise, Tout à fait. La production au sens classique du terme. terme. Tout à fait. Un exemple, parce que... Ouais, oui, un exemple, je sais que vous aimez beaucoup. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup. Oui, moi j'aime pas beaucoup, voilà, parce qu'on n'a pas le temps, mais là on s'entend. Eh bien, si vous prenez des gens qui arrivent à un certain âge, qui une cinquantaine d'années, bien c'est content, on est vieux, on n'est pas vieux biologiquement. On est vieux parce qu'à c'est content, on court plus. Parce qu'à c'est content, on ne joue plus le jeu. On ne veut plus jouer le jeu. On est trop vieux. Il y en a encore qui le font parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, parce que justement, ils sont mis de côté. Mais le principe, c'est que ces gens-là, même s'ils produisent plus, vous voyez la quantification, même s'ils produisent plus, ils ne sont plus bons, parce que du point de vue de l'engagement subjectif, ils ne sont plus là. Voilà, ça, c'est ça. Il n'y a pas de complot, mais quand même, à quoi ça sert pour l'entreprise de prendre les personnes comme ça, d'identifier les personnes, de se saisir des personnes, plutôt que de gagner de l'argent en produisant plus, parce que parfois ça va même empêcher ou ça va même nuire à l'efficacité purement économique de l'entreprise. Ça c'est quand on bascule. Personnellement, je ne suis pas favorable à une dramatisation de la situation à partir de représentations un peu trop générales. Si l'entreprise est capable de mettre en place un dispositif qui permette de pousser les gens à s'engager, mais qui, dans le même temps, leur fournit les moyens éthiques précisément, mais pas simplement. Il y a des techniques théâtrales pour souffler, faire tenir le corps, enfin toute une série de choses comme ça. Si elle permet aux gens de s'arrêter avant de s'effondrer, alors elle continue de le faire. Et beaucoup arrivent à le faire. Toutes les entreprises ne sont pas France Télécom. Toutes les entreprises n'ont pas des managers qui managent... D'accord, ça ne répond pas à ma question. Quel est l'intérêt de l'entreprise à faire ça ? Ah, mais l'intérêt, c'est que je vous l'ai dit au départ, c'est une affaire de conquête. Là, l'entreprise, elle a besoin de s'élargir. L'entreprise se situe, on ne le dit pas souvent maintenant, mais on l'a dit avant ce basculement de la crise, on le disait souvent, la guerre économique. Il faut accroître les parts de marché, il faut augmenter la productivité, il faut que le coût du travail baisse. C'est tous ces éléments qui sont... Mais du point de vue du travailleur, nous sommes passés d'une époque où le travailleur arrivait à l'intérieur du travail à produire ce que j'appelle une puissance, la puissance de son corps, la capacité d'être en relation de coopération avec les autres et surtout de s'approcher de l'univers des choses, c'est-à-dire d'être sensible aux choses. Nous sommes passés de cette situation à une situation où tout cela n'existe pas, alors même que le travail continue de se faire. Donc ce qui est parti, c'est la puissance des individus, leur capacité de vivre, ce que j'ai appelé la réalité. Et ce qui est resté, c'est une sorte de virilité de l'entreprise, virilité de l'individu, c'est-à-dire la force. On a substitué à la puissance la force. Et virilité
de l'État, de la nation, pour garder son triple A. Écoutez, son triple A, ça... écoutez, vous n'avez qu'à regarder les discours qui sont tenus. C'est des discours virils. C'est des discours virils contre tel sous-ensemble de la société. C'est des discours virils de protection. On a par hasard, on a trouvé que l'industrie était partie, qu'il faut la récupérer maintenant. Alors je dis pas que c'est pas bien. Je dis simplement qu'on est en train de construire un discours de virilité. Nous allons le faire, nous allons rapatrier, nous allons faire comme les Allemands, etc. Alors que la question, c'est de retrouver les clivages ou de reconstruire des clivages entre, d'un côté, ceux qui emploient, de l'autre côté, ceux qui sont employés, etc. C'est ça, les vrais clivages. Vous savez, aujourd'hui, l'entreprise est placée sur le même plan que le monde commun, de sorte que on considère qu'il n'y a pas de particularité de l'entreprise et que les gens dans l'entreprise sont égaux. Alors, on n'a pas le temps de développer cette question, mais c'est la source même de la défaillance progressive du droit du travail et de la substitution d'un autre droit qui concerne des sujets égaux au droit du travail. C'est pour ça que vous avez le harcèlement, vous avez en fait à la place de conflits entre des sous-ensembles, vous avez aujourd'hui des conflits entre individus et entre personnes. Effectivement, peur du conflit, enfin en tout cas volonté d'effacer le conflit. Dernière question parce qu'on c'est fini. Oui. Dans quoi bascule-t-on selon vous, Sidi Mohamed Barkat? Écoutez, alors là du coup on peut considérer la crise comme un moment critique. C'est-à-dire on est passé d'une situation où la mort se présentait sous la figure de la vie, c'est tout ce que j'ai expliqué, à une situation où la mort se présente à visage découvert. Voilà, c'est ça, le basculement. C'est un visage découvert. Et certains de mes collègues, alors je suis bien obligé de parler de ça aussi, qui offrent leurs services aux institutions, souvent ils ne l'offrent que pour retrouver la situation de la mort sous la figure de la vie, alors qu'il s'agit de tout faire en passant par la question politique pour que les gens retrouvent leur puissance, pour que les gens retrouvent la vie, pour que les gens retrouvent la réalité. C'est quand même un progrès de voir la mort en tant que telle, de voir que la mort a le visage de la mort, et pas de se tromper sur le visage de la mort. Oui, non, disons que le voile est déchiré. Merci beaucoup en tout cas, Sidi Mohamed Barkat, d'avoir accepté notre invitation. Le corps d'exception, les artifices du pouvoir colonial et la destruction de la vie, c'est aux éditions Amsterdam, c'est votre dernier ouvrage. Et puis vous avez écrit beaucoup d'articles aussi sur cette question du travail. Merci encore d'être venu jusque-là. Sidi Mohamed Barkat, on reprend cette conversation pour donc le site internet. Vous êtes philosophe, on l'a remarqué tout à l'heure, donc il faut que les concepts soient bien définis peut-être avant de poursuivre et d'approfondir ce que vous avez dit à l'antenne. Peut-être cette question de la subjectivité elle-même mériterait, avant qu'on redéploie ce qu'on a pu évoquer tout à l'heure, mériterait d'être précisée. Donc, qu'est-ce que vous entendez, vous, par subjectivité? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, il faudrait qu'il n'y a pas de subjectivité en général, et donc il faudrait que l'on détermine un lieu de l'expression de la subjectivité. On pourrait partir par la subjectivité qui se manifeste dans le monde commun, on va dire dans le monde de tous les jours. Alors pour cela, en effet, je vais donner un exemple. Je vais partir d'un exemple. Celui de la circulation automobile. Qu'est-ce que ça veut dire que conduire un véhicule dans la rue? Mais conduire un véhicule, ça ne signifie pas avoir la compétence technique pour le faire. Il y faut une autre dimension, c'est-à-dire celle de l'investissement, des règles de conduite. Et cet investissement est un investissement subjectif. Autrement, il n'est pas possible de conduire. Or, pour investir ces règles-là, eh bien, il faut accepter que le code qui porte ces règles soit un texte lui-même déterminé par une autorité. Un texte sans autorité ne peut pas constituer un dispositif normatif auquel on obéit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'investissement s'il n'y a pas quelque chose de collectif. Voilà, c'est pas collectif, mais qui soit porté d'autorité. Oui, d'autorité. D'autorité. Du collectif surplombant, on va dire. Alors, d'une fiction référentielle. C'est une fiction référentielle. Chez nous, la fiction référentielle, c'est le nom de peuple. Alors, on l'oublie, mais aujourd'hui, puisque le mot de peuple est un petit peu biffé, presque banni de la représentation. Mais nous continuons à fonctionner sur la base du nom de peuple, et c'est ce nom qui affecte au texte son autorité. Et qui fait que donc on s'engage. Et qui fait que
on va obéir aux règles. Parce que conduire, c'est obéir aux règles. Ça signifie que le principe d'obéissance est au fondement de la question subjective. Vous voyez, bon, c'est comme ça. Hein. Voilà. Et donc, par conséquent, il s'agit d'adhérer à la fiction référentielle, que le nom de peuple soit une fiction référentielle à laquelle on adhère, mais il y faut autre chose. Il faut que l'État soit vraiment représentatif ou représente véritablement la fiction référentielle. Autrement dit, l'État lui-même doit être une dignité. On appelle ça comme ça dans la tradition. La fonction qu'exerce l'État, c'est une dignité, c'est-à-dire qu'il porte très haut la dimension de l'autorité. Un État qui ne respecte pas sa fonction, c'est-à-dire qui ne fonctionne pas, je dis un État, c'est-à-dire les membres de l'État, qui ne se comportent pas comme étant porteurs de cette fiction référentielle, c'est-à-dire porteurs de la dignité de l'autorité, est un État qui ne fonctionne pas comme État. Là, vous ne parlez pas de Nicolas Sarkozy. Là, je ne parlerai de personne, mais chacun comprendra. Eh bien, pour qu'on puisse conduire un véhicule, c'est très, très simple comme exemple. Eh bien, il faut adhérer au texte. Pour adhérer au texte, il faut adhérer à la fiction référentielle. Et pour adhérer à la fiction référentielle, eh bien, ceux qui produisent le texte doivent être en adéquation avec ça. Voilà, ça c'est un versant de la subjectivité. Mais il y a l'autre versant de la subjectivité qui est le retour, n'est-ce pas, de la fiction vers le sujet qui conduit. C'est parce qu'il y a cette logique d'adhésion à la fiction que la fiction nous permet d'interpréter le texte. C'est-à-dire que lorsque je conduis, je m'arrête à un stop, n'est-ce pas? J'apprécie la situation, j'interprète la situation et je prends des décisions par rapport à cette interprétation. Autrement dit, dans la société qui est la nôtre, l'obéissance n'est pas obéir comme un bâton, c'est l'obéissance avec l'interprétation. Or, la capacité d'interpréter comme présupposé de la société, c'est l'égalité. C'est l'égalité. L'égalité, c'est de dire tout le monde est capable d'interpréter. Alors vous voyez comment les choses s'articulent et comment la question est... On a l'impression d'être entré à l'intérieur de tout un... Ah ben écoutez, la subjectivité, c'est ça. La subjectivité, c'est interpréter et c'est adhérer à un texte. J'ai l'impression que des deux côtés, ça ne fonctionne plus. D'une part, la fiction référentielle, c'est quand même pas mal érodé. Et d'autre part... justement, cette notion d'égalité, de capacité pour chacun d'interpréter est également un peu en faillite aujourd'hui. Alors c'est ça la crise pour vous, des sujets. Alors écoutez, nous sommes obligés de passer par une étape intermédiaire. Nous avons donc précisé la question de l'égalité, qui est la capacité de penser, là en l'occurrence capacité d'interpréter, et il y a la dimension de la liberté ou de la dignité ou de la souveraineté de l'homme sur lui-même, c'est le rapport du sujet à son corps, parce que lorsqu'on interprète, eh bien, on se présente au monde avec son corps et on n'est pas dissocié de son corps. Ça, c'est la dimension donc de liberté, de souveraineté ou de... Les sociétés modernes se sont construites sur ces deux dimensions. Il ne sert à rien de parler de laïcité, il ne sert à rien de parler de démocratie si on perd de vue ces deux principes qui sont des principes absolument incontournables. Que se passe-t-il dans le taylorisme? Il se passe que l'un des deux principes a été abandonné, c'est le principe d'interprétation. L'homme qui travaille dans le taylorisme est un homme qui se soumet au savoir de l'ingénieur, c'est-à-dire à une logique de la maîtrise. Et c'est absolument indispensable. Vous ne pouvez pas aller sur la Lune en continuant d'interpréter comme vous interprétez tous les jours. Donc par conséquent, vous vous soumettez à une logique gestionnaire, alors pour le coup, mais qui n'est pas une logique totalitaire, contrairement à ce qu'on dit, parce qu'il faut tenir compte de la physiologie de l'homme, etc., etc. Simplement, les relations entre les hommes dans le travail, du point de vue de la logique de l'ingénieur et du point de vue de la logique de la maîtrise, sont des relations d'extériorité. C'est-à-dire, on coordonne les liens entre les hommes et les liens entre les hommes et la machine, et les choses d'une manière générale, mais la relation n'est pas établie par les hommes eux-mêmes dans le travail. Face à cette situation, donc vous voyez bien que la dimension d'égalité disparaît, la capacité d'interprétation disparaît. Simplement, en vertu du contrat, la volonté, elle, ne disparaît pas, et donc l'homme au travail reste relié à son corps, de sorte que l'ingénieur doit transmettre les prescriptions et les ordres au sujet, qui lui les transmet à son corps. On ne peut pas avoir une prise directe
sur les corps. Vous voyez pourquoi je parle de prise? Il n'y a pas de prise directe sur le corps comme dans un régime esclavagiste ou dans la traite. Dans la traite aujourd'hui, hein, et là, c'est pas possible. Donc nous avons une situation où l'État joue son rôle dans la mesure où s'il lâche sur le principe d'égalité, il ne lâche pas sur le principe de souveraineté de l'homme sur lui-même. À partir de là, dans le cœur du travail, il va se passer une réaction. Alors, rapidement, hein, je vais vite finir. En réalité, à cette situation, il y a deux types de réactions. Il y a un premier type de réaction en termes de droit du travail et droit social. Ça, c'est le premier type, parce que justement, l'inadéquation entre employeurs et salariés conduit à la fabrication, ça a été mis en place à partir de la libération de manière très nette, donc en 1945. Voilà. Et là, vous avez une première réponse. Hein. On part de cette dissymétrie, on pose le principe de préférence, et en vertu de la préservation de l'ordre public social, on construit un droit du travail et un droit social. Mais cela concerne les conditions du travail, les salaires et le temps de travail. Ça ne concerne pas la fameuse réduction dont j'ai parlé tout à l'heure de l'égalité. Et là, c'est à l'intérieur du travail que l'homme au travail peut construire quelque chose qui s'appelle l'activité et qui est une modalité de la créativité ou de la création dans le travail et qui lui permet de penser, alors même qu'il est entré dans le taylorisme, dans le travail, comme quelqu'un qui ne pense pas, il va se mettre à penser, mais il ne pensera pas selon l'ordre de l'interprétation, comme dans le monde commun, il pensera selon l'ordre de la création, et donc c'est quelque chose de tout à fait neuf. Et cet équilibre-là, c'est l'équilibre sur lequel nous avons vécu jusqu'à l'arrivée de la nouvelle organisation du travail. Alors qui, elle, franchit un stade de plus, en ce sens que, comme vous l'avez expliqué, elle va prendre directement prise, avoir prise sur les corps. Racontez-nous ça concrètement, parce que c'est vrai que c'est ça qui est l'essentiel. Écoutez, c'est tout à fait essentiel, mais il faut juste noter que la prise sur les corps, là, ça signifie une prise sur la souveraineté de l'homme sur lui-même. Ça veut dire que si le premier principe d'interprétation avait disparu dans le taylorisme et ensuite rattrapé, parce que justement il y avait encore souveraineté de l'homme sur lui-même, eh bien dans la nouvelle organisation, si vous enlevez la souveraineté de l'homme sur lui-même, vous enlevez les deux principes et donc vous cassez la structure démocratique sur laquelle nous sommes assis. Alors, reprenons un peu l'idée de qu'est-ce que ça change d'avoir prise sur le corps, c'est-à-dire quels sont les liens, comment on fait le système pour avoir prise sur le corps. C'est d'une très grande subtilité. C'est pour ça qu'on ne peut pas considérer cette forme d'inégalité comme n'importe quelle forme d'inégalité. Les formes d'inégalité ne sont pas les mêmes. L'inégalité, bien sûr, est générale quand elle existe, mais les formes d'inégalité, là, cette inégalité qui consiste à entrer dans l'individu lui-même et à se saisir du corps, vous voyez, conquête, globalisation à l'extérieur, extension à l'intérieur de l'individu pour se saisir du corps, eh bien, elle se fait à travers le sujet lui-même. C'est-à-dire que l'organisation du travail a construit quelque chose d'extrêmement subtil qui consiste à dire, on a appelé ça autonomie de manière peut-être un peu rapide, mais on a appelé, l'opération consiste à restituer aux hommes l'usage de leur corps. C'est-à-dire que pour prendre les corps, il a fallu à l'organisation de restituer l'usage du corps à l'individu. En réalité, je finis, juste ça, parce que c'est un moment important de l'explication, de l'analyse, c'est qu'en réalité, on n'a pas restitué l'usage de son corps aux hommes, on a transmis la logique du pouvoir au sujet qui va exercer un pouvoir sur son corps au bénéfice de l'entreprise. C'est-à-dire que le pouvoir sur les corps s'exerce par l'intermédiaire de la personne elle-même qui a été circonscrite pour ce travail. Absolument. Et c'est ce que vous nous expliquez pour les suicides. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour ça que la souveraineté de l'homme sur lui-même est transformée en exercice de pouvoir du sujet sur son corps. Voilà.
Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on a intériorisé finalement la demande de prise de corps? Ce qu'il faut surtout, c'est ne pas recourir à l'aboïtie et à la servitude volontaire. Voilà, ça c'est ce qu'il faut éviter. Il faut éviter de tomber dans cette facilité qui consiste à faire référence au nom antique et n'est-ce pas? Parce que c'est pas volontaire selon vous, en fait. Mais c'est absolument pas volontaire. Ouais. C'est on met les gens d'être en situation de s'engager, donc d'être volontaire dans le travail, mais le transfert de la logique du pouvoir dans l'individu, elle est absolument pas. C'est un dispositif subtil mis en place. C'est pas un complot, bien entendu. Hein. L'organisation du travail, c'est quelque chose qui va se faire dans la durée, et ce n'est pas du tout quelques individus dans une pièce qui. Voilà. Monsieur Barkhad, juste, dites-nous, qu'est-ce que dit cette petite voix intérieure qui a été saisie par le pouvoir à la personne pour que elle est prise sur son corps? Quel est vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il va nous faire vivre à l'intérieur comment se passe ce dialogue pour qu'on comprenne bien ce qui se passe, qu'on le sente? Oui, mais c'est là où les phénomènes d'identification jouent très fortement. Les phénomènes d'identification politique que nous avions à l'époque du taylorisme sont des phénomènes d'identification patriotique. On s'identifie au pays, on s'identifie à la fiction référentielle, au peuple, on s'identifie. Mais si on s'identifie plus au peuple, si les gens ne savent même plus aujourd'hui que la justice est rendue au nom du peuple, ça, on ne le sait pas, eh bien, c'est que l'identification est ailleurs. Elle est ailleurs. Et l'une des premières identifications, c'est l'identification à l'entreprise. Or, l'identification, parce que par l'entreprise, on acquiert, nous dit-on, une reconnaissance. C'est un terme absolument qu'il ne faudrait pas bannir, bien entendu. Il faut comprendre que la reconnaissance, c'est absolument pas ce sur quoi il faut s'appuyer pour s'émanciper. La reconnaissance est ce sur quoi l'absence d'émancipation, n'est-ce pas, se réalise. Donc, vous passez par des phénomènes d'identification, mais l'organisation du travail qui s'appuie sur l'évaluation, mais pas seulement, sur la mobilité, sur la polyvalence, c'est un phénomène complexe, hein, et qui pousse les individus à courir après une identification qu'ils n'auront jamais. Ce qu'ils peuvent avoir, c'est la possibilité de entrer de nouveau dans le jeu. C'est pour la raison pour laquelle vous ne pouvez tenir dans l'entreprise que si vous courez après quelque chose que vous n'attrapez pas. Vous restez debout parce que vous courez, et le jour où vous ne courez pas, vous tombez. Qu'est-ce que c'est que vous n'attrapez pas? Vous pouvez nous dire un petit peu. Je vous ai dit l'identification, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à être dans l'identification. C'est-à-dire à être le sujet que l'entreprise veut qu'on soit. Absolument, c'est-à-dire que alors l'évaluation, là aussi, on parle beaucoup de l'évaluation, elle s'appuie sur la quantification, alors que l'homme c'est complexe, etc. Bon, écoutez, ça c'est des discours très généraux, parce que la réalité de l'évaluation, ce n'est pas simplement de quantifier le travail produit. La réalité de l'évaluation aujourd'hui, c'est de prendre la mesure de l'engagement de l'individu dans le travail. Vous comprenez ? C'est-à-dire que l'on s'appuie sur une appréciation de la subjectivité et non pas simplement sur la question de on est à côté de la plaque avec ces histoires de... Comme si finalement ce qui était important pour l'entreprise, c'est ça, c'est-à-dire cette identification, cette prise de pouvoir sur la personne, beaucoup plus finalement que Tout à fait. Le projet de l'entreprise, Tout à fait. Production au sens classique du terme. terme. Tout à fait. Un exemple, parce que... Ouais, un exemple, je sais que vous aimez beaucoup. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup. Oui, moi j'aime pas beaucoup. Voilà, parce qu'on n'a pas le temps, mais là on s'entend. Eh bien, si vous prenez des gens qui arrivent à un certain âge, qui une cinquantaine d'années, bien c'est quand on est vieux, on n'est pas vieux biologiquement. On est vieux parce qu'à 50 ans, on court plus. Parce qu'à 50 ans, on ne joue plus le jeu. On ne veut plus jouer le jeu. On est trop vieux. Il y en a encore qui Il y en a encore qui le font parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, parce que justement, ils sont mis de côté. Mais le principe, c'est que ces gens-là, même s'ils produisent plus, vous voyez la quantification, même s'ils produisent plus, ils ne sont plus bons, parce que du point de vue de l'engagement subjectif, ils ne sont plus là. Voilà, ça, c'est ça. Il n'y a pas de complot, mais quand même, à quoi ça sert pour l'entreprise de prendre les personnes comme ça, d'identifier les personnes, de se saisir des personnes, plutôt que de gagner de l'argent en produisant plus, parce que parfois, ça va même empêcher ou ça va même nuire
à l'efficacité purement économique de l'entreprise. Ça, c'est quand on bascule. Personnellement, je ne suis pas favorable à une dramatisation de la situation à partir de représentations un peu trop générales. Si l'entreprise est capable de mettre en place un dispositif qui permette de pousser les gens à s'engager, mais qui, dans le même temps, leur fournit les moyens éthiques, précisément, mais pas simplement. Il y a des techniques théâtrales pour souffler, faire tenir le corps, enfin, toute une série de choses comme ça. Si elle permet aux gens de s'arrêter avant de s'effondrer, alors elle continue de le faire. Et beaucoup arrivent à le faire. Toutes les entreprises ne sont pas France Télécom. Toutes les entreprises n'ont pas des managers qui managent... D'accord, mais ça répond pas à ma question. Quel est l'intérêt de l'entreprise à faire ça? Ah, mais l'intérêt, c'est que je vous l'ai dit au départ, c'est une affaire de conquête. Là, l'entreprise, elle a besoin de s'élargir. L'entreprise se situe, on le dit pas souvent maintenant, mais on l'a dit avant ce basculement de la crise, on le disait souvent, la guerre économique. Il faut accroître les parts de marché, il faut augmenter la productivité, il faut que le coût du travail baisse. C'est tous ces éléments qui sont... Mais du point de vue du travailleur, nous sommes passés d'une époque où le travailleur arrivait à l'intérieur du travail à produire ce que j'appelle une puissance, la puissance de son corps, la capacité d'être en relation de coopération avec les autres et surtout de s'approcher de l'univers des choses, c'est-à-dire d'être sensible aux choses. Nous sommes passés de cette situation à une situation où tout cela n'existe pas, alors même que le travail continue de se faire. Donc ce qui est parti, c'est la puissance des individus, leur capacité de vivre, ce que j'ai appelé la réalité. Et ce qui est resté, c'est une sorte de virilité de l'entreprise, virilité de l'individu, c'est-à-dire la force. On a substitué à la puissance la force. Et virilité de l'État, de la nation, pour garder son triple A. Écoutez, son triple A, écoutez, vous n'avez qu'à regarder les discours qui sont tenus. C'est des discours virils. C'est des discours virils contre tel sous-ensemble de la société. C'est des discours virils de protection. Par hasard, on a trouvé que l'industrie était partie, qu'il faut la récupérer maintenant. Alors, je dis pas que c'est pas bien. Je dis simplement qu'on est en train de construire un discours de virilité, nous allons le faire, nous allons rapatrier, nous allons faire comme les Allemands, etc. Alors que la question, c'est de retrouver les clivages ou de reconstruire des clivages entre, d'un côté, ceux qui emploient, de l'autre côté, ceux qui sont employés, etc. C'est ça, les vrais clivages. Vous savez, aujourd'hui, l'entreprise est placée sur le même plan que le monde commun, de sorte que on considère qu'il n'y a pas de particularité de l'entreprise et que les gens dans l'entreprise sont égaux. Alors, on n'a pas le temps de développer cette question, mais c'est la source même de la défaillance progressive du droit du travail et de la substitution d'un autre droit qui concerne des sujets égaux au droit du travail. C'est pour ça que vous avez le harcèlement, vous avez en fait à la place de conflits entre des sous-ensembles, vous avez aujourd'hui des conflits entre individus et entre personnes. Effectivement, peur du conflit, enfin en tout cas volonté d'effacer le conflit. Dernière question parce qu'on c'est fini. Oui. Dans quoi bascule-t-on selon vous, Sidi Mohamed Barkat? Écoutez, alors là du coup on peut considérer la crise comme un moment critique. C'est-à-dire on est passé d'une situation où la mort se présentait sous la figure de la vie, c'est tout ce que j'ai expliqué, à une situation où la mort se présente à visage découvert. Voilà, c'est ça, le basculement. C'est un visage découvert. Et certains de mes collègues, alors je suis bien obligé de parler de ça aussi, qui offrent leurs services aux institutions, souvent ils ne l'offrent que pour retrouver la situation de la mort sous la figure de la vie, alors qu'il s'agit de tout faire en passant par la question politique pour que les gens retrouvent leur puissance, pour que les gens retrouvent la vie, pour que les gens retrouvent la réalité. C'est quand même un progrès de voir la mort en tant que telle, de voir que la mort a le visage de la mort, et pas de se tromper sur le visage de la mort. Oui, non, disons que le voile est déchiré. Merci beaucoup en tout cas, Sidi Mohamed Barkat, d'avoir accepté notre invitation. Le corps d'exception, les artifices du pouvoir colonial et la destruction de la vie, c'est aux éditions Amsterdam, c'est votre dernier ouvrage. Et puis vous avez écrit beaucoup d'articles aussi sur cette question du travail. Merci encore d'être venu jusque-là.